La liberté guidant le peuple, la Révolution française, le Gavroche de Victor Hugo et même Marianne sur un même tableau. T'es au courant que tout ce que tu viens de dire est faux ? Oui, on t'a pas sonné, par contre, là on parle d'histoire de l'art, pas d'histoire. Et toi, tu es la muse de l'histoire. Oui, je sais, mais alors là, tu vois, je suis obligée d'intervenir. C'est quand même un événement historique important qui est représenté sur ce tableau. Genre, il y a vraiment une révolution qui s'est passée comme ça. Clio ? Bon, dis Clio, c'est quoi la liberté guidant le peuple ? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dis Clio. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un tableau vraiment pas connu du tout. Bon, ok, en fait, il nous suit partout, dans les publicités, sur les pochettes d'albums, dans nos livres d'histoire, mais remerciez Clio, elle en rajoute toujours une couche. Aujourd'hui, on vous présente La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Alors on sait que tu en meurs d'envie, Clio, donc dis-nous qu'est-ce que représente ce tableau. Tu connais les Trois Glorieuses ? Les quoi ? Les Trois Glorieuses. Parce que non, je t'arrête tout de suite, ce cher Eugène Delacroix n'a pas voulu représenter la fameuse Révolution française de 1789, mais bien une autre révolution qui s'est déroulée à Paris 40 ans plus tard, en 1830. Ah bah voilà, je l'avais dit, c'est une révolution. Et figure-toi que j'avais même reconnu Paris, parce que là, c'est la cathédrale de Notre-Dame. Oui, bien vu. Et d'ailleurs, Eugène Delacroix était là en 1830. Il a eu tout le loisir d'assister aux événements. Tu veux que je te fasse un récap ? Alors, à cette époque, le régime politique en France est celui de la Restauration. Après la Révolution de 1789 qui a fait couic au roi Louis XVI, et après l'épisode de Napoléon qui s'est un peu mal fini aussi, les Bourbons, c'est-à-dire les frères de Louis XVI, sont revenus sur le trône de France. Louis XVIII a d'abord joué le jeu. Il a respecté les acquis de la Révolution, comme la liberté d'expression, la limitation de son pouvoir par un parlement. Mais son petit frère et successeur, Charles X, n'est pas franchement un rigolo. Alors merci Clio, c'est une manière de le dire. En effet, la Révolution française lui est un peu restée là, à Charles X. Non seulement il remet en cause la liberté de la presse, mais en plus il veut dissoudre la Chambre des députés. Et ça, ça mettrait juste un terme à la constitution du pays, soit juste à l'ensemble des règles de gouvernement. C'est tout. C'est ça, en bref, c'est un coup d'état réac, quoi. Seulement, il n'a pas le temps d'avoir lieu. Les 27, 28 et 29 juillet, les Parisiens se soulèvent à la fois dans la Chambre des députés et dans la rue sur des barricades. Il y a d'ailleurs des combats violents où meurent plusieurs milliers de personnes. Donc c'est ça en fait, les 27, 28, 29 juillet, ça fait les Trois Glorieuses. Bravo, tu sais compter. Et en à peine 3 jours, le gouvernement est renversé. Allez, devine qui nous a écrit ce témoignage renversant de cet événement. J'ai passé 3 jours au milieu de la mitraille et les coups de fusil, car on se battait partout. Le simple promeneur comme moi avait la chance d'attraper une balle, ni plus ni moins que les héros improvisés qui marchaient à l'ennemi avec des morceaux de fer, emmanchés dans des manches à balai. Alors le suspense est à son comble, mais je dirais, au vu du sujet de la vidéo, Eugène Delacroix. Et oui, Eugène Delacroix est alors déjà un artiste reconnu. Il s'est fait remarquer au Salon, c'est-à-dire l'exposition d'art de l'époque qui a lieu au Louvre, avec ses tableaux comme la mort de Sardanapale. Et clairement, ce n'était pas qu'en bien. Les journaux ont trouvé ce tableau, je cite, « violent, passionné, privilégiant la couleur à la netteté du dessin, un peu bizarre, voire carrément raté. » Dur. Malgré les critiques, ou peut-être grâce à elle, Delacroix s'impose comme un des chefs de file d'un mouvement bizarre, comme tu dirais, du début du 19e siècle, le romantisme, dont le plus éclatant maître en France à ce moment-là est le poète et écrivain Victor Hugo, un ami de Delacroix. Le romantisme met en avant la passion, l'imaginaire, le désordre, la couleur et aussi l'orientalisme, en s'opposant aux lignes pures et droites des peintres néoclassiques.
Alors moi je me suis toujours imaginé les artistes romantiques comme des artistes vivant la vie de bohème, sans le sou, maudits, parce que personne n'aime leurs tableaux. Mais tu vas me dire que c'est faux, c'est ça ? Eh bien, Delacroix n'était pas vraiment un artiste malheureux et sans sou en fait. Il était bien apprécié de Charles X, le type pas rigolo. Il lui avait notamment vendu les massacres de Kyo et la mort de Charles le Téméraire. Il était aussi bien en cours avec la duchesse de Berry et avec le duc d'Orléans. Ok, j'ai saisi, c'était pas franchement un rebelle anticonformiste. Ceci dit, quand il assiste aux événements de 1830, il a alors 32 ans et il me semble qu'il était quand même un petit peu exalté. Comme tous les romantiques, il est libéral et il est convaincu du droit des peuples à réclamer ses droits. Je crois bien qu'il s'est porté volontaire pour protéger les collections du Louvre en cas de problème. Et lorsqu'il voit le drapeau bleu-blanc-rouge monter sur la cathédrale Notre-Dame, cette image le marque profondément. Bah, t'es pas trop mal renseigné, En fait, il est plutôt content de voir Charles X se faire jeter hors de son trône. Enfin, officiellement, Charles X abdique. Et après quelques tractations, c'est son cousin, le libéral duc d'Orléans, qui monte sur le trône. Il prend le nom de Louis-Philippe Ier, roi des Français, ça claque. Qui dit nouveau régime politique dit aussi nouveau nom. C'est la monarchie de Juillet. Ah oui, donc en fait, ils sont pas trop foulés. Ils ont donné le nom de la Révolution au nom du mois où a eu lieu la Révolution, c'est ça ? Waouh, quelle imagination! Et du coup, j'imagine que Delacroix a voulu un peu marquer le coup en faisant ce tableau. Exactement, à partir d'octobre 1830 et pour 3 mois, Delacroix peint la liberté guidant le peuple. Justement, le courant romantique aime bien faire appel aux événements contemporains. Tu visualises le naufrage du radeau de la Méduse de Géricault ? Eh bien, c'est la transcription d'un fait divers de l'époque que Géricault avait pu lire dans le journal. J'ai entrepris un sujet moderne, une barricade, et si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrai-je pour elle. Cela m'a remis de belle humeur. Ouais, pour la patrie ou pour faire plaisir à son Louis-Philippe en fait ? Je n'ai pas la réponse à votre question. Eh ben oui, cette appli qui marche que quand ça l'arrange. Enfin Clio quand même, certes Delacroix représente un événement auquel il a assisté, mais on peut pas dire que c'est non plus le réalisme qui l'étouffe là. Ah, c'est marrant ça, j'ai eu un bug. Enfin oui, Cléa, tu as raison, Eugène Delacroix pense qu'il vient d'assister à des événements d'une importance historique capitale. Du coup, il veut en retranscrire la grandeur. Contrairement à ce que ton image montre, c'est un tableau qui est très grand. Il mesure quand même 2,60 m sur 3,25 m. Pour retranscrire cette idée de grandeur, il a choisi d'utiliser une allégorie, c'est-à-dire une représentation d'une idée par le biais d'un personnage. Ici par exemple la défense des libertés, par le personnage de la liberté qui mène la révolution. Alors ça c'est plutôt classique comme manière de faire, mais tout de même Delacroix a une originalité. Il mêle ce personnage symbolique qui n'a pas réellement existé, Clélia, je te vois venir, à des personnages qui semblent tout à fait contemporains de l'événement, mais qui symbolisent en fait le peuple. Alors si j'ai bien compris, il mélange actualité, fiction, réalisme, allégorie. C'est ça. Exactement. En fait, la scène est datée, elle se déroule le 28 juillet 1830. La foule est en train de franchir les barricades parisiennes pour faire un assaut final sur les troupes ennemies. Tout repose sur une pyramide, un procédé un peu facile pour créer plus de dynamisme et qui nous montre tout de suite qui il faut regarder, la liberté. D'ailleurs, elle est bien mise en avant, les cadavres à ses pieds semblent lui faire comme un sort de charmant piédestal. Regarde bien le tableau. Sur la tête, elle porte un bonnet phrygien, le chapeau des esclaves libérés dans l'Antiquité, et qui a été remis au goût du jour lors de la Révolution française. Le drapeau bleu, blanc, rouge, lui aussi est issu de la Révolution française, et c'est un symbole de lutte. La liberté est nue, à cause de son habit jaune endrapé qui est en train de glisser sur elle, et ça l'associe ça aux victoires ailées et donc à la fiction, car au risque de décevoir Clélia, personne ne se baladait comme ça en 1830. Elle a la tête tournée vers les hommes et elle semble les guider vers la victoire. Ouais, enfin, elle ressemble pas trop à tes victoires ailées, quand même. Et d'ailleurs, je l'ai lu dans les journaux, les critiques la trouvent sale parce qu'elle a des poils sous les aisselles. Et oui, le problème, c'est pas vraiment la libération des poils, c'est surtout qu'on pense qu'une divinité devrait être parfaitement lisse. Or, la liberté de Delacroix, ce n'est pas une figure descendue du ciel, c'est une vraie femme du peuple, vivante et fougueuse. D'ailleurs, il faut pas trop la ramener, elle tient un fusil à baïonnette d'infanterie modèle 1816. Et donc, tu nous disais que tous les personnages autour d'elle étaient plus réalistes, c'est ça ? Tu retiens bien mes leçons, je suis fière de toi. Mais d'une certaine manière, c'est faux. Ils veulent aussi en dire davantage, ils deviennent les symboles de toute une classe de la société qui s'est battue ce jour-là. Prenons un exemple. Regarde ce gamin de Paris qui aurait peut-être inspiré le personnage de Gavroche dans Les Misérables de Hugo. Oui, le personnage de Gavroche qui a été créé 30 ans plus tard. Eh bien, ce gamin représente en réalité toute la jeunesse révoltée.
Le personnage avec un béret est un ouvrier manufacturier, il porte tablier et pantalon. L'homme à chapeau de forme porte les vêtements d'un artisan. Celui qui saigne sur le pavé et qui se relève devant la liberté semble être un employé parisien. Bref, si tu me suis, tout le peuple est sur le coup pour suivre notre liberté. Selon Delacroix, ça a l'air un peu unanime tout ça. À droite, le Suisse couché sur le dos est en tenue de campagne contemporaine et à côté de lui, gît un cuirassier. Bon après, je ne te cache pas qu'il nous reste un mystère. Pourquoi est-ce qu'il y a ce cadavre dépouillé de son pantalon à la tunique retroussée ? Déjà, quelle idée d'enlever son pantalon en plein milieu d'une bataille ? Est-ce que ça serait peut-être pas une figure mythique, lui aussi ? Tout le peuple parisien, en clair. D'ailleurs, j'avais bien vu qu'on était à Paris. Oui, en effet, il y a les tours de Notre-Dame. Mais tu noteras que leur orientation est fausse et que les maisons entre la Seine et la cathédrale, n'existent tout simplement pas. Bref, il s'est un peu arrangé avec la vérité, Alors Clélia, qu'en disent les critiques ? Alors, compte rendu du salon de 1831. Oui. Bon, c'est pas terrible pour Delacroix, on comprend pas ce mélange bizarre de réalisme et de symbolique. Ah bah tiens, les partisans de Louis-Philippe Ier trouvent que le peintre manque de grandeur. Ah bah c'est ballot. Écoute ça Clio. Cette tête sans caractère, ce corps à demi nu, ce sein déformé ne répondent pas à l'idée que nous avons de la liberté noble et généreuse qui a triomphé le 28 juillet. Sympa les mecs, ça fait plaisir. Tiens d'ailleurs Clio, Louis-Philippe Ier, l'ami de Delacroix, mais évidemment ça n'a rien à voir, l'a acheté, probablement flatté d'un tableau pour saluer son avènement. On peut le comprendre, j'aurais fait pareil. Enfin bof quand même, ça reste un tableau qui glorifie une révolte. Et en 1848, soit 18 ans plus tard, une autre révolution chasse Louis-Philippe du pouvoir. Le tableau, lui, ne sera pas exposé avant 1863, soit 30 ans plus tard, quand il entre au musée du Luxembourg, puis au musée du Louvre. Et depuis, il y a eu un sacré retournement de situation. La liberté guidant le peuple est devenue un tableau symbolique. Il est l'image de la révolte, des luttes, de la révolution. Il est devenu complètement universel. Regarde, il suffit de le voir sur les anciens billets de 100 francs, sur la pochette de l'album Viva la Vida de Coldplay, ou réutilisé par des artistes comme le chinois Yu Minjun. Et d'ailleurs, je me souviens, on l'a même retrouvé dans les photos des manifestations qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo. Qui sait encore qu'elle représente un événement précis des Trois Glorieuses de 1830, qu'elle est historiquement datée, qu'elle est politiquement engagée ? Vous maintenant, grâce à moi. Merci Clio. En tout cas, aujourd'hui, la liberté guidant le peuple avec ses aisselles velues est une icône mondiale et un passage obligé au Louvre. Voilà pour cette vidéo sur la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. On espère qu'elle vous a plu et on vous attend évidemment en commentaire si vous souhaitez poser des questions à Clio ou si vous souhaitez bien sûr nous donner votre avis sur cette vidéo. On vous remercie grandement pour votre attention et on vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et c'est nos vidéos. Tu peux aussi me suivre, enfin nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'infos. Et puis surtout, si tu as des questions ou des idées de vidéos, mets en commentaire, je te répondrai personnellement, c'est promis.